Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale: la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Je vous propose de décrypter les faits marquants de l'actualité de cette semaine par le prisme des émotions et tenter de prendre un peu de distance face au flux incessant de l'information. Pour nous aider, Johanna Rosenblum, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en victimologie. Merci d'être avec nous. Stéphane Amar, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, docteur en psychopathologie. Vous nous aiderez, vous aussi, à prendre de la distance et du discernement face aux faits marquants de l'actualité de la semaine. Une actualité terrifiante dans l'actualité de cette semaine. Lindsay, cette jeune adolescente de 13 ans qui s'est suicidée, harcelée dans son école. Et puis, quand un rugbyman du 15 de France violente sa femme, il sera aussi question en France des tensions au sommet de l'État, de Macron, régime de Vichy, et puis de l'utilisation abusive des smartphones pour les enfants. Sud Radio, la roue des émotions. Cette jeune fille, Lindsay, 13 ans, s'est suicidée après avoir été victime de harcèlement scolaire par 4 ou 5 adolescents de son environnement à l'école. Tout le monde était au courant, le gouvernement, le proviseur, même Madame Macron, l'établissement scolaire, et rien n'a été fait. Avec quelle émotion, Johanna Rosenblum, vous semble-t-il légitime de réagir? Évidemment, pour moi, ça sera la colère. Parce que cette mère a parlé après le suicide de sa fille. Elle a dit qu'elle avait alerté toutes les personnes qui auraient pu intervenir et protéger son enfant de ce harcèlement scolaire. Et malgré tout, les choses n'ont pas été prises suffisamment au sérieux. On a certainement minimisé la détresse psychique de cette jeune fille qui est passée à l'acte pour mettre fin à ses souffrances. Juste un petit mot pour rappeler qu'aujourd'hui, le harcèlement scolaire, c'est jour et nuit, parce qu'il y a les smartphones, parce que les jeunes n'arrêtent pas. Le harcèlement, c'est donc de la violence physique, verbale, psychique, qui ne cesse pas, avec une vraie intention, une vraie volonté de nuire, par l'isolement, la blessure psychique, la souffrance, l'anéantissement de la victime, qui n'est plus en capacité, à la fin, de se défendre. Stéphane Amar, comment est-ce que vous nous aidez à observer ce fait d'actualité dramatique? Oui, évidemment que je rejoins ma collègue, à la fois la colère puis la tristesse pour cette jeune fille, pour sa mère, pour son beau-père. Enfin, c'est terrible. Et le problème n'est pas tant d'ailleurs de s'arrêter sur cette histoire malheureuse que surtout de rappeler en effet que elle illustre des situations quotidiennes que l'on rencontre chez ces adolescents. Le ministre de l'Éducation nationale, Johanna Rosenblum, parle d'un échec collectif. Oui, c'est un échec collectif parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui peuvent être alertées, contactées. Il y a un programme, le programme phare, qui a été mis à disposition des établissements pour pouvoir faire de la prévention et déclencher des signaux d'alerte au sujet du harcèlement, et tout ça a été mis en échec. Occasion pour moi de rappeler peut-être qu'il existe un numéro, le 3020, qui fonctionne tous les jours de la semaine, toute la journée. Les personnes qui sont victimes de harcèlement peuvent appeler ce numéro et demander de l'aide ou demander conseil, mais aussi les parents qui sont en détresse, et même les jeunes qui sont peut-être eux-mêmes mis dans des dynamiques, parce que c'est des dynamiques de groupe, de harcèlement, et qui perçoivent à un moment donné qu'ils ont franchi un cap, le cap de la violence. Tout le monde peut appeler ce numéro pour demander de l'aide. Tous les auditeurs peuvent le faire. C'est un numéro qui est gratuit, et le message, en tout cas la discussion, peut se faire sous le couvert de l'anonymat. Est-ce que cette onde de choc, selon vous, Stéphane Amar, est de nature à interpeller les politiques? Eh bien, je crois qu'il faudrait. Il me semble que
le ministre de l'Éducation va s'exprimer et il aurait vraiment tout intérêt à le faire. Il aurait dû déjà le faire depuis longtemps et pas seulement s'exprimer, c'est-à-dire entraîner des actes. Parce que, en effet, une des difficultés qu'on rencontre dans ces situations-là, c'est la surdité, le déni des institutions scolaires, souvent. Je vous propose, Stéphane Amar, malgré le caractère dramatique de ce suicide de cette adolescente, l'INSEE, de tourner la roue des émotions et de voir où vous nous emmenez pour nous aider à prendre de la distance sur l'information. Allez-y, et en gagnant en flexibilité mentale, où nous emmène l'insu de notre plein gré? Il nous emmène vers le dégoût. Le dégoût. Comment vous réagissez, Johanna? Oui, le dégoût, parce que on sait que au collège, il y a 5 à 7%, toutes les études l'ont montré, 5 à 7% des collégiens qui sont victimes de harcèlement. Ça descend à 1,6 à partir du lycée. On sait aujourd'hui que la souffrance psychique n'est pas un sujet uniquement d'adultes, mais qu'un enfant peut souffrir au point de vouloir mettre fin à ses jours. Et puis, malgré tout ça, on a encore du mal à endiguer ces phénomènes de groupe et d'harcèlement. J'ajoute des propos qu'il faut répéter. J'irai pisser sur ta tombe. Je répète, j'irai pisser sur ta tombe. Stop, parce que ça continue. Aujourd'hui, c'est auprès de Marly, une camarade de classe de l'INSEE, que le harcèlement se poursuit sur les réseaux sociaux. Stop. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête? Eh bien, prendre le problème, la mesure du problème, la gravité du problème à bras-le-corps. En effet, il y a une espèce de minimisation, une folie comme ça qui s'exprime à travers ça, à travers la recherche d'un mauvais objet, très souvent fragile, pour des tas de raisons. On a tous des fragilités, donc c'est assez facile. Il se trouve qu'il y a probablement des jeunes qui le sont plus. Cette pauvre enfant avait perdu son père et a dit qu'elle allait le rejoindre. C'est une des fragilités, mais on pourrait en trouver d'autres chez ces victimes-là. Donc il y a un moment, nous avons une responsabilité, et encore une fois, l'institution scolaire en premier lieu, de protéger ces enfants. Les protéger, ces enfants, et aussi, Johanna Rosenblum, pour le moment, c'est le temps, si vous le permettez, de la tristesse, du recueillement et du partage de la tristesse et de l'émoi que tout cela génère chacun d'entre nous auprès de cette famille. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est bien de préciser qu'en début de semaine, la maman de l'INSEE a bien expliqué que le harcèlement continuait au sujet de sa fille, avec les propos que vous avez énoncés, et que sa meilleure amie, Maëlys, était aujourd'hui, elle aussi, victime du harcèlement. Ça veut dire que après l'effroi, après l'annonce de ce drame, il y a encore des familles qui, ayant pris conscience de la souffrance que leur enfant avait causée, ne parviennent pas à cadrer leur adolescent, ne parviennent pas à mettre fin au comportement de leur adolescent. On vous rappelle le numéro du 30-20 si vous êtes témoin du harcèlement scolaire d'un de vos proches ou d'un des enfants que vous côtoyez ou que vos enfants côtoient. Oui. Et si vous pressentez quelques risques de passage à l'acte suicidaire, un autre numéro de téléphone à bien noter, le 3114. 30-20 pour le harcèlement scolaire, 3114 pour la prévention du suicide. Nous tournons une page vers un autre fait d'actualité tout aussi dramatique. Un rugbyman du 15 de France qui violente sa femme. La vidéo est visible sur les réseaux sociaux. Elle fumait alors qu'elle lui avait promis qu'elle avait arrêté de fumer. Ça tourne au drame. Cette violence conjugale est partagée là aussi sur tous les réseaux sociaux. C'est terrifiant comme image. Comment réagir, Johanna Rosenblum? Alors moi, c'est toujours la colère, j'ai presque envie de dire l'effroi. Jeudi, on a appris que cet homme qui avait violenté sa femme, et les caméras de surveillance en témoignent, ferait 1 an chez lui avec un bracelet électronique auprès de sa femme et de ses 2 enfants. On parle d'un homme qui va purger une peine. En réalité, c'est une femme victime que la justice met en prison chez elle avec son bourreau.
Donc il y a une complètement, on marche à l'envers, c'est une incompréhension de la situation, de laisser cette femme exposée à la personne qui l'a violentée, même si elle dit qu'elle ne veut pas porter plainte et que ce qu'elle souhaite c'est qu'il revienne à la maison. On peut supposer qu'il y a quand même peut-être des enjeux d'emprise, de soumission. En tous les cas, il aurait peut-être valu la peine de mettre à distance ces deux personnes pour pouvoir recueillir le verbatim de la femme, les propos du monsieur, pour essayer de comprendre si oui ou non, entre eux, il y a de l'emprise, de la manipulation et de la violence au quotidien. Stéphane Amar. Alors, moi je serais un peu plus mitigé, loin de moi l'idée de minimiser l'acte, hein, bien entendu, mais vous avez dit tout aussi dramatique, je ne dirais pas ça. Justement, je pense que nous sommes dans une société qui a tendance parfois à exprimer tellement les émotions que ça nous fait perdre de vue la hiérarchie quand même des violences. Et je pense qu'entre cette pauvre gamine qui a été poussée au suicide et cette femme qui a pris une claque, il faut espérer que ça soit isolé. Si ça n'est pas le cas et si c'est une femme réellement battue, en effet, non, on les peut parler images de drame. ne montrent pas une claque, hein. Non, pas alors, du tout. Hein. D'accord. Il n'y a pas à partir d'un coup, on est battu. On n'est pas battu. Non, mais là, il s'agit d'une Donc, femme tirée par les cheveux et traînée au sol. Non, mais c'est une femme battue, ça ne fait aucun doute. Non, mais j'entends Les bien. souffrances ne se comparent pas, donc on n'a pas comparé évidemment l'histoire de l'INSEE et l'histoire de cette femme-là. Mais il faut quand même rappeler que en 2022, il y a eu 113 féminicides. C'est une femme qui meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours et demi. Que cette année, on est déjà à 46 au mois de juin, et que avant un féminicide, il y a souvent de la violence, très souvent de la violence physique. Et cette question d'emprise au sein du couple, nous continuerons à en parler tout de suite après la pause. En question cette semaine, donc ce rugbyman du 15 de France, qui vient d'ailleurs d'être évincé de l'équipe, qui bat sa femme pour une histoire de cigarette. À tout de suite. Le Psychodon, agir pour la santé mentale, présente Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Et nous nous retrouvons pour tenter de prendre de la distance face aux faits marquants d'actualité de la semaine. Nous en étions à parler de ce rugbyman du 15 de France qui vient d'être évincé de son équipe parce que des vidéos circulent, une vidéo en tout cas où il violente sa femme, la traîne par terre, la tirant par les cheveux parce qu'elle fumait une cigarette et qu'elle lui avait promis d'arrêter de fumer. C'est bien cela, Johanna Rosenblum, que l'on voit sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. A priori, il s'agirait d'une vidéo de caméra surveillance dans un centre commercial. Et puis, on voit qu'il lui fait comme une balayette en fait pour la mettre à terre, et ensuite il la traîne jusqu'à la récupérer par le bras pour a priori la conduire jusqu'à la voiture qui peut-être les raccompagner jusqu'à leur domicile. Lui, il s'excusera et il dira que elle lui a menti, elle lui a dit qu'elle avait arrêté de fumer, il l'a vu en train de fumer, c'est comme ça qu'il justifie son acte. Et puis la femme n'a pas porté plainte et a expliqué dans une vidéo, enfin dans les médias jeudi, que elle n'attend qu'une chose, c'est qu'il puisse rentrer à la maison et que tout rentre dans l'ordre et qu'elle n'avait jamais été frappée auparavant. Ce qui alerte c'est là le mécanisme d'emprise peut-être. En tout cas, c'est ce qui alerte sur une potentielle emprise psychique. Aujourd'hui, c'est un mécanisme qu'on étudie de plus en plus et qu'on comprend de mieux en mieux. Cette femme aime son mari. Elle ne voit pas dans son geste de la violence, précisément parce que, mise sous emprise, elle a perdu son libre arbitre et son esprit critique. Lui, pour pouvoir la frapper, il considère sa femme finalement comme un objet réceptacle de ses pulsions et de sa domination. Comment s'installe l'emprise? En quelques mots, il y a des étapes comme ça qui permettent de décrocher de la réalité. C'est une première étape qu'on appelle souvent vulgairement la lune de miel, le love bombing, où on a l'impression de rencontrer la personne providentielle qu'on va aimer plus que tout parce qu'elle nous comprend plus que tout. En réalité, c'est un premier leurre qui permet à la personne dans un second temps de mettre sous emprise en humiliant, diminuant, en faisant perdre ce fameux esprit critique, libre arbitre, en isolant aussi sa victime, en la menuisant. Et ensuite, la troisième étape, c'est l'étape d'escalade où toutes les violences sont permises parce que la victime n'est plus capable de voir
qu'elle est maltraitée et n'est plus capable de se défendre. Et on entend beaucoup ce propos dans les associations qui portent le plaidoyer sur les violences faites aux femmes et qui disent que dans l'amour, cette violence, c'est quasiment inscrite dans la relation et qu'elles veulent retrouver leur compagnon malgré tout. Alors Stéphane Amar, comment vous regardez ce sujet? Et on tourne la roue des émotions pour essayer de trouver un autre prisme. Moi, je dirais que ce que ça pointe, cette histoire aussi, en parallèle, j'ai envie de dire, parce que ma position, en effet, tout à l'heure, pourrait ne pas être compréhensible, c'est que l'information, une certaine information de cette histoire, minimisait complètement sous forme de claque. Moi, j'en étais resté là. Donc évidemment, là, on est dans autre chose. Et c'est ce que je voulais pointer tout à l'heure, c'est la gradation quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout envisager sous le même prisme. Chaque étape est plus ou moins grave par rapport à une autre. Donc en effet, après, ceci étant dit, ce que vous dites, c'est que en effet, ce qui est très compliqué dans ces histoires, c'est que tout est entremêlé. C'est-à-dire que l'amour et la haine, la position de bourreau et de victime se répondent tellement bien d'une certaine manière qu'on a le plus grand mal à les séparer. Et c'est ce qui semble être le cas par rapport à cette femme qui minimise finalement ce qui s'est passé. Ou qui a intégré la violence dans la relation conjugale comme oui, faisant partie finalement de leur relation. Vous tournez la roue des émotions. Allez-y, Johanna Rosenblum. De mon point de vue, c'est juste apporter une précision à la peur. Très bien. Apportez votre précision. Oui, ma précision, c'est que dans les violences conjugales, dans les violences faites aux femmes, il n'y a pas de gradation. Il n'y a pas de différence entre une petite violence et une grosse violence. Il y a de la violence, il y a des coups. Et une point, femme n'est pas vous. moins battue quand elle reçoit une gifle que quand elle reçoit un coup de poing. Une femme qui reçoit un coup, une gifle, c'est une femme battue. Elle doit partir et elle doit se protéger. La peur qui certainement, quelque part, fait partie aussi du mécanisme d'emprise. Parce que ce qui retient souvent les femmes, nous disent les associations qui portent le plaidoyer de violences faites aux femmes, c'est la peur de se détacher de l'emprise parce qu'elles ne connaissent que ça. Et aller où et comment, vers quel vide autre. Et puis la peur souvent de se retrouver sans autonomie économique, sans autonomie émotionnelle. La peur fait partie du mécanisme de l'emprise, vraisemblablement, Stéphane Amar. Mais bien sûr. Puis la peur des coups. Enfin, je pense que c'est une réalité que c'est un climat de peur. Et c'est par définition ce qui fait que c'est si difficile de s'en sortir. Allez-y. Oui, une personne sous emprise ne peut pas avoir ce recul pour dire qu'elle-même est sous emprise. On n'arrêtait pas de dire dans les médias jeudi, elle dit qu'elle n'est pas sous emprise, on lui a posé la question, mais quand on est sous emprise, évidemment qu'on n'a pas le recul pour pouvoir le reconnaître. Donc on parle d'amour, mais c'est à distance des années parfois après avoir fait un grand travail sur soi, après avoir repris l'histoire et l'escalade, que l'on peut réaliser que ce qu'on pensait être de l'amour et donc de la fidélité était en fait une fidélité créée par la peur. Donc la banalisation du coup, en fait partie du symptôme, en quelque sorte. Enfin, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. De fait, le joueur du 15 de France est suspendu. Affaire à suivre. Sans transition, en France, des tensions au sommet de l'État mardi dernier en Conseil des ministres. Le président de la République a recadré la première ministre après des déclarations de cette dernière qui dit à la radio que le Rassemblement national était l'héritier du régime de Vichy, faisant publiquement la leçon à Elisabeth Borne. Emmanuel Macron a affirmé qu'il fallait décrédibiliser le FN par le fond et les incohérences et non en utilisant des mots des années 90 qui ne fonctionnent plus. Vous réagissez ? Comme psychologue, Johanna Rosenblum. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Ce qui a été dit, c'est une référence qui est complètement contre-productive. Elle est usée à force d'avoir servi. Et puis cette assignation historique, elle fonctionne pas. Elle fonctionnait déjà pas il y a 30 ans. Elle fonctionne encore moins aujourd'hui. Jordan Bardella, il a 27 ans. Ses électeurs, et ça n'évoque rien pour eux. Donc je pense qu'il faut quand même accepter et réaliser aujourd'hui que ça ne suffit plus de citer Pétain pour faire fuir des électeurs. C'est complètement contre-productif. Stéphane Amar, et en même temps, si vous le voulez bien, vous tournez la roue des émotions. Quelle est votre réaction sur ce sujet ? Alors moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est que, et puis je pense que c'est mis en exergue de cette façon-là aussi, c'est que nous avons là les deux représentants
parentaux de notre société, hein, le papa président et la maman première ministre, et un papa qui décrédibilise devant les enfants que nous sommes la maman. Et que d'une certaine manière, ce recadrage aurait pu être fait en aparté, aurait pu être fait tranquillement. Ça n'est sans doute pas anodin aussi. Hein. La peur, c'est vers la peur que nous a amené la roue des émotions, Johanna Rosenblum. Afficher toujours ce chiffon rouge de Vichy, on a envie de dire... Stop, c'est plus recevable. Mais non, cette rhétorique de la guerre, de la peur, ça ne fonctionne plus. Il faut arrêter de stigmatiser, je pense, les électeurs du Rassemblement national. Ils sont beaucoup trop nombreux pour les mettre à l'écart et les stigmatiser à ce point-là. Est-ce qu'ils ne jouent pas aussi avec des peurs, les peurs du chômage, les peurs de l'avenir, les peurs des communautarisme ou de l'immigration? C'est dans les émotions de peur que tout cela se joue aussi, Stéphane Amar, ou je me trompe? Oui, bien entendu. De toute façon, on est aujourd'hui dans un climat général de peur et chacun l'utilise à sa manière. Hein. Et en l'occurrence, là, on peut dire que si le Rassemblement national joue sur les peurs, en contrepartie, on projette sur ce parti politique les peurs qui sont désuètes, en effet, en tout cas en partie, et on peut l'espérer. Je vous remercie tous les deux d'être venus nous aider à mieux comprendre les faits marquants d'actualité. Et c'est pas évident de trouver le bon discernement. Johanna Rosenblum, merci. Je rappelle que vous êtes psychologue. Stéphane Amar, merci également de votre regard comme psychologue sur cette actualité. Je vous invite à changer d'air et à aller au cinéma à la rencontre de toutes vos émotions avec l'Île Rouge. Au début des années 70, sur une base de l'armée française à Madagascar, les militaires et leurs familles vivent les dernières illusions du colonialisme. Là aussi, tout un sujet sur les transmissions psychiques. Et puis, je vous retrouve avec joie le 12 juin à l'Olympia. Je recevrai Yannick Noah et je vous annonce que je recevrai aussi Patrick Bruel en invité d'honneur qui nous aidera à déstigmatiser la santé mentale et à mettre sur scène ce handicap invisible, l'éclairer sous les feux de la rampe de l'Olympia, parce que les personnes concernées qui souffrent par un trouble psychique, elles ont besoin de lumière. Ce ne sont pas des criminels, ce ne sont pas des personnes dangereuses. Elles sont comme vous et comme moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire tourner la roue des émotions sur Sud Radio. Merci à tous les deux. Merci. Au revoir à toutes. Merci, au revoir à tous. Sud Radio, la roue des émotions. Didier Meilran. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.